Je m'appelle Danielle Ross, j'ai 34 ans. Je suis une ancienne infirmière militaire et je viens de rentrer de Syrie après 3 longues et brutales années qui ont tout changé, sauf apparemment la façon dont ma famille me voit. On pourrait penser que franchir le seuil de la maison de son enfance, encore chaussée des bottes avec lesquelles on a traversé un champ de mines, mériterait au moins un signe de tête, un bienvenue à la maison, une étreinte, peut-être même un sourire. Mais ce que j'ai reçu, c'est un sourcil levé et la voix de ma mère traversant le couloir comme un vent froid. Était-ce vraiment nécessaire de rentrer en ayant cette apparence? Je me suis figée sur place, la poussière de la guerre encore accrochée à mon uniforme, mon dos me faisant mal à cause du sac de voyage que j'avais porté à travers océans et déserts. Mon cœur s'est serré à cet instant. Non pas parce qu'elle désapprouvait mon apparence, mais parce que j'ai réalisé qu'elle n'avait pas changé le moins du monde. Et la maison non plus. Au dîner, mon frère Tyler a lancé une blague nulle sur le fait que je ressemblais à un panneau de signalisation ambulant. Ma sœur Rachel évitait mon regard. Et mon père, il n'a même pas levé les yeux de son assiette. Il se passait les pommes de terre en purée, comme si j'étais juste un courant d'air passant par là. Il parlait des prix des crevettes, des plans de mariage, de l'immobilier, mais pas un mot sur ce que c'est que de porter un homme mourant sur son dos en priant pour que l'évacuation médicale ne soit pas abattue. Je suis restée assise là, clignant des yeux pour retenir une tempête que je m'étais entraînée à ne pas montrer. 3 ans dans une zone de combat, et pourtant je me sentais plus invisible à cette table à manger que je ne l'avais jamais été. Accroupie derrière du béton à Raqqa, avez-vous déjà franchi le seuil de votre propre maison et vous êtes-vous senti comme un étranger au milieu de gens qui partagent votre sang? Comme si vous pouviez hurler et que personne ne tournerait la tête. Cette nuit-là, j'ai appris quelque chose qu'aucun manuel de terrain ne m'avait jamais enseigné. Parfois, la vraie guerre ne commence pas avant que vous ne soyez debout dans votre cuisine, entouré de gens qui devraient connaître votre nom, mais qui ne voient pas vos cicatrices. Et à cet instant, j'ai compris que rentrer à la maison ne signifie pas toujours être accueilli de nouveau. Pendant les premières semaines, j'ai essayé de m'adapter, j'ai souri au bon moment. J'ai posé des questions sur le stage de ma sœur. J'ai hoché la tête pendant les interminables discours de mon frère sur sa présentation de start-up. Et j'ai même ri quand ma mère a joué sa chanson préférée. Tout va bien? En pliant le linge comme si nous vivions dans une sitcom. J'ai gardé mes histoires pliées en moi, comme des lettres fragiles jamais envoyées. La nuit, je restais éveillée à fixer le ventilateur de plafond qui tournait au-dessus de moi, comme une pale de rotor que je ne pouvais pas arrêter. Je me réveillais en sursaut à 2h11, trempée de sueur, le cœur battant, l'écho des tirs de mortier encore logés dans ma poitrine. Et pourtant, chaque matin, je descendais, me versais mon café, et faisais comme si la seule chose qui me tenait éveillée était le sevrage de caféine. Il ne voulait pas entendre parler de la Syrie, pas des garçons en sang que j'ai rafistolés sous le feu, pas de la radio qui est tombée en panne juste quand on en avait besoin. Il me voulait silencieuse, propre, normale, une version aseptisée de moi-même, qu'il pourrait asseoir à côté de la salade de pommes de terre, sans causer de malaise. Alors j'ai joué le jeu, j'ai enterré les tremblements dans l'immobilité, j'ai avalé mon chagrin avec le brunch du dimanche. Mais le silence, ce n'est pas de la guérison. Ce n'est pas la paix, c'est juste un autre uniforme, cousu par la peur et la honte. Et plus je le portais, plus je me sentais disparaître, pas seulement de la pièce, mais aussi de leurs souvenirs. Puis est venu le service commémoratif de grand-père, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Un vrai héros, disait-il? Le genre d'homme sur lequel on écrit des livres. J'ai repassé mon uniforme de cérémonie, chaque bouton, chaque pli parfait, parce que pour une fois, je voulais qu'il me voie telle que j'étais vraiment. Je me suis tenue au fond pendant les discours, écoutant mon cousin Nathan parler de politique énergétique, comme si c'était le jour J. Brent croisait les bras comme si être entrepreneur en défense le rendait à l'épreuve des balles. Et quand est venu le moment de la photo de famille, j'ai avancé naïvement, pensant que j'y avais ma place. Maman a posé une main sur mon bras et a murmuré « Laisse les garçons se mettre au milieu. Ils sont en costume. Ça aura l'air plus fort comme ça. Plus fort. » Comme si j'étais juste une décoration. J'ai reculé et, une fois de plus, je me suis effacée du cadre. Après le mémorial, nous sommes tous rentrés chez tante Linda pour des casseroles, de la limonade et des conversations polies. On pourrait penser que quelqu'un pourrait me demander ce que c'était que d'être de retour, ou même juste dire que c'est bon de te revoir, Danielle. Mais non,
La conversation a dérivé des admissions à l'université, aux rénovations de maisons et aux grands coups crypto de Tyler. J'aurais pu être une étrangère en uniforme, pas un membre de la famille. Pourtant, j'ai essayé. Mon Dieu, j'ai essayé. Autour de plats en papier et de thé sucré. J'ai raconté une histoire, quelque chose de léger sur le moment où j'ai dû recoudre un coéquipier à l'arrière d'un Humvee pendant que nous roulions à travers Alep. Je l'ai rendu drôle. J'ai plaisanté sur le fait que j'avais utilisé du ruban adhésif quand la trousse médicale était vide. Mais à mi-chemin, maman a levé les yeux au ciel et a soupiré. Tu as déjà raconté celle-là? A-t-elle dit en picorant son œuf mimosa. Tu fais comme si tu étais là-bas à te battre. Tu étais infirmière? Ma chérie. Tu distribuais des pansements? Ces mots ont frappé plus fort que n'importe quelle explosion à laquelle j'ai échappé. Des pansements, c'est ce qu'elle pensait que j'avais fait là-bas. Pas retenir les organes d'un homme avec des mains tremblantes en hurlant pour un hélicoptère qui ne viendrait pas. Pas porter 3 hommes adultes hors d'un bâtiment soufflé parce que les murs avaient cédé avant eux. Je n'ai pas argumenté. À quoi bon? J'ai juste plongé la main dans la poche de ma veste et refermé mes doigts autour du gant que j'y gardais. Un gant en nitrile sans poudre standard, plié en un carré net, le même genre que je portais quand j'appuyais sur des plaies saignantes, quand je murmurais à des garçons mourants que l'aide arrivait, même quand je savais que ce n'était pas le cas. Personne n'a remarqué la longue cicatrice qui courait le long de mon avant-bras ce jour-là. Personne n'a demandé ce qu'elle signifiait, mais Lily l'a fait, la fille de Brent. 17 ans, silencieuse, observant tout. Sous la table, elle m'a glissé un morceau de papier plié. Pas de mots échangés, juste un regard et un léger coup de coude. Quand je l'ai ouvert, il disait simplement « Qu'est-ce que tu as vraiment fait là-bas, Tante Danielle ?» Je n'ai pas répondu, j'ai juste souri et l'ai glissé dans ma paume comme si c'était de l'oxygène. Parce que pour la première fois depuis mon retour, quelqu'un voulait connaître la vérité. C'est arrivé un mercredi, un après-midi tranquille, ciel couvert, vent jetant des feuilles sèches dans l'allée. Je triais le courrier, la pile habituelle de factures et de publicités d'épicerie. Quand je l'ai vu, une enveloppe bleu marine plus épaisse que les autres, un seau doré dans le coin, l'emblème du département de la Défense en relief, comme s'il avait du poids. Je suis restée dans la cuisine à la tenir comme si elle pouvait exploser. Pendant une seconde, j'ai pensé que c'était une erreur. Ou pire, un autre rappel du funérail de quelqu'un d'autre. Mais quand je l'ai ouverte, mon souffle s'est arrêté. À l'intérieur, il y avait une invitation officielle à une cérémonie de reconnaissance au Pentagone pour les femmes vétérans distinguées. Moi, nommément, avec honneur, je l'ai tenue dans mes 2 mains comme si elle était fragile. Non pas à cause du carton, mais à cause de ce qu'elle signifiait. Pour la première fois depuis mon retour, quelqu'un en dehors de cette maison disait « Tu as fait quelque chose qui comptait ?» Ce soir-là au dîner, j'ai attendu une accalmie dans la conversation. Il parlait de l'abonnement à la salle de sport de Tyler et des chiffres d'écoute du podcast de Rachel. « J'ai reçu quelque chose aujourd'hui », ai-je dit doucement. Maman n'a même pas levé les yeux. « Des coupons. »« Non », ai-je dit. « Une invitation. Du Pentagone. Il va y avoir une cérémonie. » Pour moi, la table s'est tue. Pendant une demi-seconde, j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, il réagirait avec fierté. Nathan a cligné des yeux, probablement juste pour remplir une sorte de quota de diversité. Brent a souri en coin, sirotant sa bière, sans vouloir offenser. « Danielle, mais tu n'étais pas exactement du matériel de première ligne. » Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était écrasant. Comme être de nouveau sous une dalle de béton en attendant que quelqu'un vous déterre. J'ai regardé mon assiette, le lasagna encore fumant, intact. Maman a enfin levé les yeux. « Dois-tu toujours tout ramener à toi? » C'est ça qu'il a fait. J'ai ramassé la lettre et, sans un mot, je l'ai déchirée en 2, puis en 4. Je me suis levée de table et suis montée à l'étage, ne laissant derrière moi que le bruit des fourchettes raclant les assiettes. Plus tard ce soir-là, j'ai récupéré les morceaux dans la poubelle, les ai scotchés ensemble avec des mains tremblantes, et réservé un billet aller simple pour Washington, et ai murmuré dans l'obscurité « Je n'ai pas besoin de leurs applaudissements. J'ai juste besoin d'arrêter de disparaître. » Le Pentagone était plus froid que dans mes souvenirs. Pas l'air, mais les murs, le silence, la formalité qui vous enveloppe comme un uniforme invisible. J'ai marché dans les couloirs en tenue de gala, celle que je n'avais pas portée depuis le vol de retour. Les poignets étaient légèrement effilochés. Un fil pendait au col, mais ils étaient propres, honnêtes, les miens.
Il n'y avait pas de siège réservé, pas de panneau spécial avec mon nom. Je me suis assise au fond, épaules droites, chaussures cirées, cœur se préparant à l'indifférence. La salle s'est remplie lentement de femmes qui avaient dirigé des bataillons, commandé des escadrons, bâti des héritages. Je ne savais pas si j'avais ma place parmi elles, mais j'y étais. L'annonceur a commencé à lire les noms. Colonel Ceci, Général cela, chacun suivi d'applaudissements. J'ai croisé les mains sur mes genoux, juste à écouter, jusqu'à ce que je l'entende. Sergeant Daniel Ross. Les têtes se sont tournées, pas vers l'écran, mais vers moi. Je me suis levée lentement, mes bottes raclant doucement le sol poli. J'ai senti la chaleur monter à mon visage tandis que j'avançais, incertaine de ce qui allait venir. Puis l'écran derrière le podium s'est allumé. J'y étais. Image de caméra casque. Granuleuse, tremblante mais réelle. Moi traînant un soldat en sang à travers des décombres. Hurlant dans une radio qui était déjà morte. Mes mains nues, couvertes de sang. Il n'y avait pas de musique. Pas de commentaires, juste la vérité brute et non filtrée. Et puis, il est entré. Pas un représentant, pas un officier de relations publiques. Le président, il n'a pas posé pour les caméras, n'est même pas monté sur scène. Il est venu directement vers moi. « Je connais votre nom, Sergeant Ross », a-t-il dit en tendant la main, « et je veux que ce pays s'en souvienne. » Il le portait, l'ancien insigne de notre unité secrète, celui que nous avions juré de ne jamais porter en public. Ma gorge s'est serrée. Ma main a trouvé la sienne. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Ce geste était suffisant. Quelqu'un s'était souvenu, quelqu'un avait gardé mon nom vivant, même quand ma propre famille essayait de l'enterrer sous des prix de crevettes et des mises à jour de podcasts. Ce soir-là, je ne suis pas rentrée à la maison. Je suis allée voir Clara Weston, la journaliste que les hauts gradés craignaient, parce que cette fois, je n'allais pas juste être souvenue, j'allais m'assurer que personne d'autre ne soit effacé. Clara Weston ne posait pas de petites questions. C'est pourquoi j'étais allée la voir. Je suis arrivée à son appartement portant le même uniforme que j'avais porté au Pentagone. Plis encore net, bottes encore poussiéreuses de la marche entre mémoire et justice. Elle a ouvert la porte et a levé un sourcil, comme si elle savait déjà que je n'étais pas là pour parler de médailles. J'ai tout déballé. La lettre d'Ethan, la note de suicide qu'ils avaient enterrée dans un dossier interne marqué « Détresse personnelle ». Les rapports falsifiés montrant des soldats blessés étiquetés stables, juste pour que le commandement puisse gonfler les taux de succès. Mes propres plaintes écrites tamponnées, reçues, puis discrètement détruites. Clara n'a pas scié. Elle a commencé à taper. Vite. Elle a posé des questions dures, plus dures que n'importe quel débriefing d'intelligence que j'avais jamais fait. Mais pour la première fois, je n'avais pas peur d'y répondre. 3 semaines plus tard, son titre a frappé comme une grenade. À l'intérieur du deuxième champ de bataille, le coup du silence militaire. Le contre-coup a été brutal. Ils m'ont traité d'instabilité. On dit que j'exagérais, que j'avais fabriqué les images. En quelques jours, mon habilitation a été révoquée. Mon accès au portail des anciens combattants bloqué. Les emails ont commencé à disparaître de ma boîte de réception. C'était comme si j'étais effacée de nouveau, cette fois officiellement. Mais je n'ai pas bronché. Parce qu'est venu l'appel? Ici, le directeur Langston de la surveillance. Nous avons lu l'article. Pouvez-vous témoigner? Oui, ai-je dit sans hésiter. Je suis entrée dans cette salle stérile sans fenêtre, au Pentagone, sans grade sur mon col, sans armure, juste avec la vérité. J'ai posé la note de suicide d'Ethan sur la table. La salle s'est tue. Et puis elle est entrée derrière moi, Sarah, infirmière de l'armée, brisée de toutes les façons que les anciens combattants refusaient de nommer, tremblante mais droite. Elle a regardé le panel dans les yeux et a dit « Daniel m'a sauvé la vie. Si elle est dangereuse, alors je souhaite que chaque zone de guerre l'ait. » Il ne pouvait plus l'ignorer. Pas avec des preuves, pas avec des yeux qui regardaient, pas avec des noms et des histoires enfin prononcés à voix haute. Le colonel Vance, l'homme qui m'avait dit de ravaler ou de rentrer chez moi, a été relevé de son commandement, mon dossier restauré, et le silence qui nous avait autrefois étouffés, il s'est fissuré comme un tonnerre. On me disait que le silence était de la force, que si je gardais la tête baissée, la bouche fermée, tout se calmerait, mais le silence ne m'a pas protégée. Il m'a presque enterrée. Plus maintenant. Le centre de résilience des anciens combattants, Ethan R., se dresse maintenant sur un coin tranquille de terre en Caroline du Nord, juste là où se trouvait autrefois la vieille ferme de mon grand-père.
Le chêne qu'il avait planté domine encore la pelouse devant, son écorce noircie par un orage de foudre il y a des années, mais ses racines solides, tout comme nous autres. Nous l'avons construit avec des dons, des subventions et quelque chose de plus dur à obtenir. La vérité. Pas de dossier marqué stables ici, pas d'ordre murmuré pour tenir le coup. Chaque couloir résonne de voix qui n'avaient autrefois pas d'espace pour parler. À l'inauguration, je me suis tenue à côté de Sarah, l'infirmière qu'il disait trop fragile pour témoigner. Elle a coupé le ruban avec des larmes dans les yeux, puis s'est tournée vers la foule et a dit « Cet endroit n'est pas juste pour Ethan. C'est pour chaque soldat qui a jamais pensé que sa douleur n'importait pas. » La plaque à l'entrée dit « L'honneur commence par la vérité. » Et la vérité commence par une personne refusant de rester silencieuse. Plus tard ce soir-là, quand la foule s'est dispersée et que les caméras ont arrêté de cliquer, j'ai marché seule dans la salle de conférence vide, les lumières bourdonnaient doucement. Sur la table était posé un seul dossier, vide et attendant. Pas pour qu'un rapport soit caché, mais pour que l'histoire de quelqu'un soit entendue, j'ai sorti mon vieux journal, celui que j'avais porté de la Syrie à Springfield à Washington, et j'ai écrit « Ils m'ont effacé du cadre. » Pendant un temps, je les ai crus, mais aujourd'hui, je me tiens dans un bâtiment qui n'aurait jamais existé si je n'avais pas parlé. Je suis devenue la personne dont j'avais besoin à mon retour. Et cela suffit. Dehors, le drapeau américain bruissait dans le vent. Pas pour le spectacle, pas pour la politique, juste parce que la brise continuait de souffler. Comme moi, comme nous tous qui sommes revenus non seulement de la guerre, mais d'avoir été oubliés après elle. Si cette histoire vous a atteint, si elle vous a rappelé quelqu'un qui a besoin d'être vu, ne passez pas sans rien faire. Partagez-la, dites quelque chose dans les commentaires. Parce que parfois, les histoires les plus silencieuses sont celles qui gardent les autres en vie. Merci de m'avoir écouté. Si vous êtes resté avec moi tout au long de ce voyage, du silence de la table à dîner de ma famille au couloir du Pentagone, et enfin à un lieu bâti sur la vérité, merci, votre temps, votre attention, votre cœur. Il signifie plus que vous ne le savez. Maintenant, je veux vous demander quelque chose. Avez-vous déjà ressenti l'invisibilité dans une pièce pleine de gens censés vous aimer? Avez-vous porté quelque chose de si lourd pendant si longtemps et pourtant senti que personne ne vous demandait jamais combien cela pesait? Si cette histoire a remué quelque chose en vous, je vous invite à partager la vôtre dans les commentaires. Elle n'a pas besoin d'être parfaite. Elle doit juste être la vôtre. Parce que quand nous disons la vérité, même si notre voix tremble, nous faisons de la place pour que quelqu'un d'autre fasse de même. Et si vous croyez que des histoires comme celle-ci comptent, des histoires qui ne font pas toujours les gros titres, mais vivent dans le cœur des gens, envisagez de vous abonner. Cet espace est pour les voix qui refusent de se taire. Pour les vérités qui méritent d'être entendues, assurons-nous que personne ne se sente effacé de nouveau. Je serai là, à lire, à écouter, à me souvenir. Et j'espère que vous le ferez aussi.